Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Alem au 3921. Bonsoir Alem. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous Alem? Eh bien écoutez, ma foi, ça fait aller un peu le trac, mais bon, on va essayer de faire ce qui est. Il faut surtout pas avoir le trac, parce que nous sommes tous les deux là et on parle tout à fait normalement. Ok, ça va. Ok. Alors, dites-moi ce qui vous amène Alem. Eh bien, je voulais un peu me raconter par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à la schizophrénie. Oui. Étant donné l'état actuel des choses, peut-être, je me suis dit que peut-être mon témoignage pouvait servir à des gens qui sont isolés et qui vivent avec ce diagnostic, cette maladie. D'accord. Vous êtes vous-même diagnostiqué souffrant de schizophrénie, Alem? Voilà, à l'âge de 19 ans, j'ai été en hôpital psychiatrique. Oui. Et suite à de nombreuses circonstances, et j'ai reçu un diagnostic. Ça a mis du temps avant qu'on mette des mots sur apparemment ce que j'avais. Et ensuite, on m'a avoué que le médecin a réussi à me dire que j'avais une schizophrénie paranoïde. Voilà. Alors, dites-moi comment tout ça est arrivé, parce que c'est important que vous évoquiez ce moment particulier, d'abord pour ceux qui pourraient souffrir d'un début de schizophrénie. Quels ont été les premiers signes de cette schizophrénie? Parce qu'au début, vous n'avez pas dû comprendre ce qui vous arrivait. Eh bien, faut savoir déjà que le cadre familial, je vais essayer de faire bref, mais c'est vrai que mes parents étaient séparés, donc déjà le cadre familial était fébrile. Et je sais que la première fois où j'ai ressenti quelque chose d'un peu spécial, c'est au lycée. J'étais à la cantine avec un ami. On était à la cantine et puis là j'ai eu une sensation vraiment drôle, vraiment bizarre que j'avais jamais eue. Il faut savoir aussi que à ce moment-là, je l'avoue, je consommais du cannabis. Oui. Assez régulièrement, et aussi je le consommais. Et surtout, ce qui n'allait pas, c'est que je fumais n'importe quoi. Dès que je trouvais un bout de shit, je réfléchissais pas à ce qu'il y avait dedans et tout ça, et du coup je fumais beaucoup. Et je me souviens, quand j'avais 15-16 ans, j'allais à Château-Gontier, c'est en Mayenne, à Château-Gontier. Oui. Et je me souviens qu'à 15-16 ans, j'étais un garçon un peu casse-cou. Et j'avais des amis qui étaient habitués à picoler, à beaucoup boire. Et je me souviens que je buvais énormément et j'ai eu beaucoup de trous noirs. Et aujourd'hui, je soupçonne même des amis d'avoir mis des choses dans l'alcool, croyant pouvoir s'amuser. Et voilà. Et du coup, ensuite, à 19 ans, j'étais chez mon père. C'était un peu compliqué, le relationnel. Oui. Et à 19 ans, je suis retourné chez ma mère parce que je me sentais vraiment pas bien. Et donc j'avais besoin de l'amour maternel. Mais je m'arrête quelques secondes sur le fait que vous fumiez du cannabis, parce qu'on évoque souvent un terrain assez propice à déclarer une schizophrénie lorsque on fume du cannabis. Ça vous provoquait quoi, le cannabis, en fait? Ça a commencé à vous provoquer des petites paranoïas, c'est ça? C'est le plus gros que j'ai à dire, c'est que j'étais insouciant. À cet âge-là, je n'avais pas la conscience de faire attention à ce que je consommais. Donc c'est vrai que je prenais des morceaux de shit, et en vérité, je savais pas réellement ce qu'il y avait dedans. Je savais pas. J'étais un peu casse-cou quand j'étais plus jeune, donc je fumais comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir des drôles de sensations. Je m'en souviens, une fois, j'avais fumé, j'étais en bas du quartier à Bordeaux. J'habitais dans une cité, voilà. Et j'avais fumé, puis je regardais le ciel et je me demandais pourquoi il commençait à pleuvoir. Et je commençais à avoir un peu... En fait, j'avais une sensation comme si le fait qu'il pleuvait, j'avais l'impression que j'y étais un peu pour quelque chose. C'est spécial. Oui. Et du coup, du mal à interpréter les choses. Maintenant, j'ai du recul, j'ai 30 ans, c'est pour ça que je viens vous en parler. Oui, vous êtes stabilisé là maintenant. Oui, je suis stabilisé. Après, j'en ai d'autres à dire, mais oui, en tous les cas, la sensation, c'était une mauvaise interprétation des choses. Je pensais réellement avoir un impact
par exemple, le fait qu'il allait pleuvoir, j'avais l'impression que je me sentais concerné, que quelque part j'y étais pour quelque chose, et c'est réel, quoi. C'est vraiment une Ouais, sensation que ouais. j'ai eue. Il y a souvent cette impression-là dans les paranoïas, en fait, que certains peuvent déclencher, de cette responsabilité pour tout un tas d'événements. On est lié au fonctionnement du monde, un peu. Est-ce que vous aviez cette Ouais, sensation-là? c'est vraiment le cas, et sachant que aussi, bah, je faisais de la musique, je fais toujours un peu, mais je faisais un peu de rap, un peu de musique, enfin voilà, le rap, enfin, bref, je vais passer les détails, mais en tout cas, je faisais un peu de musique, et là où je veux en venir, c'est que j'avais l'impression que j'allais avoir un grand destin, enfin, je m'imaginais des grandes choses, Oui, oui. et, après, la vie m'a mis une claque pour, enfin, je prends ça maintenant comme une épreuve de la vie, quoi, mais. Mais il y a aussi une certaine pression, non, lorsqu'on se sent responsable du fonctionnement de tout ce qui se passe là. Ce qu'il y a là où c'est le plus difficile, je pense, qui a été très difficile, c'est que je vivais dans une zone où on était beaucoup de jeunes. J'étais avec plusieurs jeunes. Enfin, les moments où j'étais au Grand Parc à Bordeaux, on était plusieurs jeunes, et c'est vrai Oui. que des fois on sait pas, quand on a une fébrilité au niveau familial. Enfin, maintenant je le vois comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas mon père et ma mère ensemble, donc quelque part j'avais une certaine fragilité. Oui. Cette Et instabilité familiale vous a sans doute fragilisé au fur et à mesure, c'est sûr. au fil des années. Ouais. Mhm. Pour moi, maintenant, c'est quelque chose de sûr, c'est que ça a impacté sur le cérébral. Ouais. Ça a vachement impacté, le vécu impacte énormément sur le cérébral. Et Et, donc, à 19 ans, en fait, euh, eh le ben, plus grave, le plus sérieux, en fait, en qui fait, vous arrive. ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec des amis que je connaissais depuis petit. Oui, J'étais avec ces amis, et à ce moment-là, je vous avoue que je m'étais intéressé à leur religion. oui. Voilà. Donc je m'étais intéressé un peu à l'islam, je lisais un peu le Coran. C'est vrai que je pratiquais un peu, je priais, enfin je m'intéressais énormément à la spiritualité. Mhm. Et quand je suis revenu chez ma mère, du coup, je suis reparti à Château-Gontier, je suis retombé avec des amis d'enfance, et c'est vrai qu'ils avaient continué à boire. Enfin, il y en avait même qui se droguaient, clairement, qui sniffaient, enfin voilà. Et ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, moi, j'avais vraiment un problème à interpréter les choses. Je pense que je mets ça sur le fait que je manquais énormément de connaissances. Et donc, j'étais avec ses amis, et moi, je pensais à Dieu, à la religion, enfin, tout ça, quoi. Et des fois, j'essayais d'en parler à mes amis, et ils comprenaient pas forcément. C'était beaucoup des gens qui rejetaient, donc j'avais pas grand monde à qui parler. Et puis, j'osais pas aller vers ma famille parce que j'étais un peu honteux, je voulais pas déranger ma famille, quoi. Donc je préférais aller avec des amis, mais c'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait, mais bon, si on savait tout. Et de ça, en fait, je me rappelle une fois, j'ai dit à un ami, bon, il n'était pas religieux pour un sou, bon bref, pas croyant, enfin chacun ses choix, quoi. Maintenant j'ai pris du recul. Je lui disais, mais c'est dommage, il y a plein d'églises, il y a des églises sur tout Château-Gontier. Je dis, ça serait cool de tous se réunir dans les églises, de se revoir et tout. En fait, je m'étais mis ça en tête. Et un jour, je suis allé. Faut savoir que ma mère a eu un parcours psychiatrique. Donc déjà, j'avais des réflexions sur la psychiatrie, et j'avais de la colère vis-à-vis de la psychiatrie, parce que j'avais l'impression qu'on avait fait des choses à ma mère, Oui. qu'on lui avait fait. J'ai même imaginé qu'on ait fait des expériences sur elle. On ne savait pas réellement sur la longueur ce que c'était. J'imaginais pas mal de choses. Je vous perds un peu, Alem. Je ne sais pas si vous Oui, bougez, mais mettez-vous dans un endroit où ça capte bien. d'accord. Vous Voilà. m'entendez là? Là, je vous entends très bien. D'accord. Donc, faut savoir aussi que ma mère a eu des épisodes psychiatriques. Vous m'entendez Oui, toujours? oui, je vous entends très bien. Ça va alors. Et en fait, j'étais jeune, et je voyais ma mère assez affaiblie. Et donc, je me suis imaginé que la psychiatrie avait fait des choses à ma mère, qu'elle lui avait injecté des produits qui l'avaient Mhm. détruit. Enfin, Mhm.
C'est toujours de toute façon très délicat lorsque quelqu'un souffre de troubles psychiatriques comme ça. Il y a toujours beaucoup de médicaments. Hein. Il y a toujours, c'est toujours assez impressionnant de voir qu'on peut prescrire à ces malades tout de suite des choses qui en plus modifient tout de suite leur comportement en fait. J'ai à 19 ans là je fais une brève parenthèse, à 19 ans être dans un hôpital psychiatrique et voir des gens amorphes, enfin comme des légumes, c'est vrai que c'est pas très rassurant concernant bien sûr. une certaine guérison, soi-disant. Enfin voilà. En tous les cas, et puis un jour j'ai été dans l'église, comme j'avais un peu la foi, je pensais à Dieu et toutes ces choses-là, quoi. Je pensais à tout ça et un jour j'ai été dans l'église à Saint-Joseph. C'est à côté du jardin du bout du monde. Et en fait, il faisait froid dans cette église. Je me rappelle de la sensation que j'ai eue, c'est qu'il faisait très froid. Et il y avait un sol en damier. Vous savez, en damier, comme les jeux d'échecs. Oui. Et il y avait des petites chaises. Et en fait, il y avait personne. Il n'y avait pas de prêtre à qui parler. Il n'y avait pas d'homme de Dieu. Enfin, d'homme de Dieu, j'ose le dire. Hein. Oui. Après, il y a des... Je respecte les gens, quoi. Mais j'avais personne à qui parler et donc en fait je me suis mis en révolte parce que aussi je paranoïais, en fait j'avais peur parce que j'avais peur qu'il y a des gens qui veulent la fin du monde. Enfin je m'imaginais qu'il y a des gens qui voulaient mettre des gens en esclavage. Je m'imaginais tout un tas de trucs. Je m'imaginais qu'il y a des gens qui voulaient mettre des puces dans le corps des gens. Enfin je pensais à plein de choses comme ça, vous savez. Ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du complot. Et c'est vrai que je pensais pas à ces choses-là. Et j'avais peur, en fait, et je crois que la peur m'a fait un coup de pression. Et du coup, j'ai pris les chaises, je les ai déplacées, je les ai allongées. Et il y avait le chemin de croix à ce moment-là. C'était une période où il y avait le chemin de croix, vous savez, pour les chrétiens catholiques. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai pris la croix qu'il y avait dans l'église et je suis allé dans le jardin du bout du monde et j'ai marché avec. En fait, je cherchais l'attention des gens, je me sentais pas dans mon assiette. Et donc, je cherchais l'attention. Malheureusement, il y avait personne. Et donc, j'ai posé ensuite la croix au fond du jardin. Et après, je suis un peu parti plus loin et j'ai vu les gendarmes arriver. Et j'ai dit, j'assume ce que j'ai fait. Je suis allé voir les gendarmes. Et je leur ai dit que j'étais à côté, j'avais déjà été à côté. J'avais déjà été voir une psychologue à la psychiatrie parce qu'en fait, je voulais en savoir plus par rapport à ma mère et aussi, je me sentais pas bien. Oui. Je leur ai dit que j'avais peur qu'ils viennent chez ma mère et qu'ils lui fassent peur. Je vous perds à nouveau, Alem, je vous perds à nouveau. Ouais. Voilà. Oui, vous m'entendez là ? Oui, ça y est. Et donc, ils m'ont amené dans l'hôpital psychiatrique. 2 gendarmes. Directement, comme ça. Bah ouais, parce qu'ils savaient pas où m'amener. En fait, je venais de faire un trouble à l'ordre public, mais j'en avais pas vraiment conscience. Et donc j'ai rencontré un psychiatre et j'étais dans la salle avec les 2 gendarmes. En fait, il y a un truc, c'est vrai, sur la schizophrénie, c'est il y a quelque chose qu'on ressent et qu'on croit forcément que c'est vrai. C'est-à-dire que il y avait les 2 gendarmes et je pensais qu'ils entendaient mes pensées. C'est un peu spécial, je sais. Oui, mais c'est de la schizophrénie. Ce sont des hallucinations, de toute façon. Voilà. Et en fait, je parlais dans ma tête, je disais, ça serait bien des solutions pour mes amis qui coulent des douilles. Vous savez, c'est les douilles, c'est avec le shit, des gens qui se droguent un peu trop, quoi. Ouais. Bon. Parce qu'après, voilà, le cannabis, c'est vrai que le cannabis, ça peut être dangereux, quoi. Faut faire attention, mais il y a des pays où ils ont réussi à en faire quelque chose de médical, quoi. Bon, bref. De toute façon, le cannabis, comme l'herbe, cette herbe survitaminée, là, vous savez, cette herbe qu'on appelle la skunk, qui pousse avec de nouvelles greffes et des engrais surpuissants, donne des plantes, donc, et comme du hashish avec un taux de THC anormal, anormalement élevé. C'est ça que j'ai appris bien. Ben oui. Ça, je l'ai appris beaucoup trop beaucoup parce que maintenant je le sais que c'est à cause du taux de THC qu'il y a vraiment des dangers. Oui, et c'est ce qui provoque généralement. En France. C'est ce qui provoque généralement
vous savez, cette paranoïa qui, Ouais, ça qui accentue. est à la base de toute façon des premiers troubles, hein, parce que cette paranoïa, tout le monde est un peu paranoïaque, si vous voulez, et Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas, qui dès la première prise de cannabis ne supportent pas parce que tout de suite ça les rend mal, et généralement bien ces sûr. gens-là ne remettent pas une seconde fois cette expérience. Sauf que entre 16 et 20 ans, on va dire, Ouais, beaucoup plus chez les garçons, d'ailleurs, étonnamment. Mais bon, un peu chez les filles, hein, mais majoritairement chez les garçons, il y a un terrain vraiment très fertile avec le cannabis, avec l'herbe, donc comme le shit, à déclencher des paranoïas qui peuvent mener donc à la schizophrénie. Et c'est ce que vous me ouais. racontez arrive à pas mal de jeunes, hein, en fait. Hein. Vous avez dû en entendre parler depuis. Bien sûr, mais j'ai envie de vous remercier parce que vous osez faire ce que beaucoup n'osent pas. Aujourd'hui en France, il y a énormément de consommation de cannabis et je trouve que c'est hyper courageux de votre part d'oser en parler franchement du shit et toutes ces choses-là. Parce que pour pouvoir, moi de mon expérience, j'étais inconscient plus jeune, je réfléchissais pas assez. C'est que je consommais des choses, je savais même pas d'où ça venait. Après, avec le temps, j'ai pu apprendre des choses, comme vous le disiez, le Mhm. taux de THC. Il y a beaucoup de plantes aujourd'hui qui sont hyper stressées. On stresse les plantes avec de fortes lumières. Enfin, ça augmente énormément le THC et c'est très dangereux. Le THC à forte dose, c'est vachement dangereux, quoi. C'est-à-dire que Tout si vous sur la... voulez, si il y a des jeunes gens qui nous écoutent ce soir, et il y en a obligatoirement, euh, la première expérience, donc s'ils décident un jour de toucher au cannabis, vraiment, si ça se passe pas très bien la première fois, il faut vraiment, vraiment éviter qu'il y en ait une seconde, parce que Bah, il faut... parce que ça peut le, être pro- vraiment, voilà, très grave. le problème, c'est que, comme moi, quand j'étais jeune, vous savez, j'habitais dans une cité. Bon, Ouais, bah on voilà, veut faire comme les on copains. va... Bah, parce que c'est dans la cité, c'est monnaie courante. Il y en Bien sûr, a, bien sûr. c'est monnaie courante. Que ce soit dans la cité, mais attention, parce que même en campagne, hein, on sait pas qu'il n'y a pas que les cités, parce qu'on Ouais, va c'est ce dire que j'allais vous les dire. cités. Rétablissons bien, Mais en voilà, campagne, moi, il y en a partout. j'ai vu mes collègues, j'ai vu des collègues, je le dis franchement, des collègues sur Château-Gontier, ça allait beaucoup plus loin, quoi. Ça allait carrément à la cam et tout ça. Ouais. Le truc que je respecte par rapport à la cité où j'ai vécu, c'est qu'au moins, ça restait au cannabis. Bon, Mhm. après, voilà. Mais en tous les cas, oui, pour les jeunes qui écoutent, sincèrement, il faut apprendre, il faut apprendre c'est vrai qu'on va vous dire qu'il y a un côté médical, mais le médical, ça peut être fait que par quelqu'un qui a fait des longues années d'études, quoi. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mhm. Et que des fois, faut essayer, faut absolument, c'est même pas faut essayer, faut absolument savoir d'où vient quelque chose qu'on veut consommer. On peut pas, moi, j'ai eu le tort. Aujourd'hui, je le dis franchement, j'en ai plus honte. Je dis à tous ces jeunes, je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait parce que ça m'a vraiment perturbé. Aujourd'hui, je suis cassé. Je suis vraiment cassé. J'ai fait le bambou, c'est-à-dire j'ai fait le mec dur pendant longtemps, le jeune dur. Enfin, j'étais adolescent, j'étais jeune, quoi. Et mais franchement, si c'est, on va dire comme ça, si c'était à refaire, je ferais très attention à ce que à ce que je consomme. Voilà. Après, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont l'air peut-être plus intelligents, je sais pas, mais Non, je en pense tous pas. les Vous cas, savez, Alem, et on va continuer après à faire défiler votre histoire, mais je ne pense pas que ça soit une question d'intelligence. C'est l'âge où on a envie de défier un peu ouais, c'est vrai. les lois. On a envie de tout défier, et quand on a 16, 17, 18, 19, voilà, on a envie de Ben, tenter des choses, d'essayer, et c'est propre à la jeunesse, et voilà, on ne ouais, peut c'est pas vrai, lutter contre ça. On a tous été comme ça, mais c'est vrai. force est de reconnaître que voilà, le cannabis est dangereux aujourd'hui. Vous avez raison de signaler, de savoir d'où ça vient Il y a un déjà, truc, mais bon, ça. il y a un truc que je rêve, il y a un truc que je rêve de dire. Bon, maintenant, j'ose le dire. J'ai une petite sœur qui travaille dans la police. Un jour, elle m'a dit, moi j'étais de la cité, elle m'a dit, moi je voudrais être policière. Moi, j'ai respecté son choix, voilà, parce que pour moi, c'est un beau métier aussi. Mais ce que j'ai envie de dire surtout, c'est une fois des policiers, j'ai discuté avec des policiers, ils m'ont dit, je leur ai dit ouais, ça serait bien, je sais pas, de faire des matchs de foot, de faire des choses avec les jeunes au lieu de toujours leur taper sur les doigts, machin.
Ils m'ont dit on fait pas de social. Et moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, je comprends pas que les policiers puissent me dire qu'on ne fait pas de social. Bien au contraire, je trouve que c'est une place très importante. Enfin, j'ai envie de le dire franchement. Mhm. Il faut arrêter de toujours vouloir punir, punir, punir. Je pense qu'il y a des jeunes qui pourraient comprendre, mais vous parlez de défier l'autorité, peut-être aussi parce que des fois, je sais pas, il y a peut-être des policiers, ils devraient être un peu plus souples, peut-être, je sais pas. Après, j'ai pas la science infuse, je le dis parce que j'en ai le besoin. Mais en tous les cas, D'ailleurs, s'il vous plaît, ça me fait penser ce que vous dites au film Les Misérables, qui vraiment au niveau qui a un rapport direct avec ce que vous dites. On voit dans ce film combien il y a un fossé entre les jeunes et la police dans les quartiers, et et- combien finalement quand on voit ces policiers et quand on voit ces et jeunes, ils sont pas si loin que ça finalement. Mais bon. j'aimerais appuyer sur ce que vous dites parce que moi, enfin voilà, vous savez, il y a eu les attentats. Et les attentats, franchement, moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Bon, on va pas en parler des lustres, mais en tous les cas, ce que j'ai vécu, moi, c'est qu'on a eu des suspicions sur moi. On est venu faire des perquisitions chez moi, chez ma mère, chez ma grand-mère. Les gendarmes sont venus armés chez ma grand-mère, alors que j'étais pas là. Après, j'ai fait le tour de la ville, j'ai croisé tous les gendarmes. Ils m'ont dit, bah, allez au poste, voir. Et en fait, on a osé penser que j'aurais pu faire du mal, faire des... Et ça, franchement, c'est pas gentil, voilà. C'est peut-être... mais c'est pas gentil de penser que j'aurais pu faire du mal aux gens alors que j'aime les gens, j'ai aimé les gens, voilà. Bon, mais ça, Mais c'est dit Alem, et encore une fois, dans des périodes de troubles comme ça et de grande peur, euh, les gendarmes sont des hommes et en fait peuvent se tromper. La ouais, preuve en est, c'est qu'ils se sont trompés sur vous. c'est vrai, franchement. Revenons donc à cette schizophrénie. Vous vous êtes retrouvé donc en hôpital. Est-ce que vous avez vous avez fait pas mal de séjours en hôpital liés à cette schizophrénie? Donc comme je vous disais, le passage avec l'église où voilà, où Oui. j'étais un peu dans ma, je dirais, je vais pas dire délire parce que j'ai pas envie. Vous savez, l'étiquette sociale, c'est vite fait, hein, de dire simplement que je suis fou, ça peut aller très vite. Mhm, mhm. Mais en tous les cas, j'ai été dans l'hôpital, donc j'ai été interné. Ils m'ont dit, on va vous monter avec nous. Et moi, j'étais énormément dans le rejet parce que je savais et des cachets. Et en fait, je me souviens, dans mon délire, maintenant, voilà, je le dis, dans mon délire, j'ai dit, mais si vous montez en haut, tous les démons, je vais les plier. J'avais dit ça au psychiatre. Et après, j'ai un trou noir parce qu'ils m'ont pris de force et ils m'ont amené en cellule d'isolement. Donc j'ai été en isolement et ça a été. Bon, après, maintenant, je le prends comme une leçon de la vie, mais ça a été difficile. Je me souviens que je pleurais maman, maman. Mhm. Je pleurais comme un enfant, quoi, vraiment. Mhm. J'étais enfermé, attaché. Et je me souviens qu'à un moment, euh, j'avais la tête qui tournait sur la gauche. Et en fait, je comprenais pas c'était quoi. Et après, j'ai su que c'était l'effet secondaire du traitement. Oui. Et j'ai pu parler avec des infirmiers qui m'ont dit on te voyait par le hublot, on avait de la peine pour toi, mais c'était le protocole. Mhm. Donc à 19 ans, voilà, le garçon un peu, Oui. casse-cou, un peu robuste, qui maintenant est en hôpital psychiatrique. Ouais. Donc au fur et à mesure, ils m'ont détaché, d'abord les mains, après les pieds. Ils m'ont détaché au fur et à mesure. Et ensuite, j'errais dans les couloirs. J'essayais de comprendre ce qui se passait, quoi. J'essayais de comprendre. Comment est-ce elle a évolué cette schizophrénie, et comment vous avez réussi à un moment à... Alors on n'en sort jamais tout à fait. Est-ce que c'est une question est-ce Ça, que je suis marqué à vie. Je suis Oui, marqué à vie. mais est-ce que C'est clair et actuellement net. vous prenez encore des traitements qui vous permettent d'être totalement stabilisé et en même temps rassuré? Parce que Eh je bien, suppose que bon, ça rassure aussi de savoir qu'on a quelque chose qui peut nous si je, empêcher à nouveau si je peux faire une parenthèse, Allez-y, je vous en prie. j'ai regardé une conférence sur YouTube d'un naturopathe
Et d'après lui, il y a des cliniques de naturopathie qui existent en Angleterre, en Espagne, dans beaucoup de pays. Et en France, c'est le seul pays où on n'a pas de clinique de naturopathie, c'est-à-dire de thérapie vraiment à travers la plante. Sachant que tous les traitements qui existent sont pris tous les traitements qui existent, on dit chimiques, mais ce chimique, tout vient de la terre. Il ne faut pas oublier que tout vient de la terre. Après, c'est juste que ce que j'ai compris, c'est juste que c'est la main de l'homme. Après, c'est la main de l'homme, l'intention de l'homme qui est mise dans cette molécule, et voilà. Mais oui, comment je l'ai vécu, comment ça a évolué, j'ai essayé de comprendre. Parce que là où je suis un peu triste, c'est que j'ai été enfermé 4 mois. 4 mois, et il y a mon oncle qui est venu me voir, ma mère, mon grand-père, et à un moment donné, mon neveu. Ça, énormément, parce qu'au moins, ils sont venus. Ouais. Je regrette un peu que, comme j'ai une grande famille, qu'ils ne soient pas venus, mais bon, c'est pas grave, je leur en veux pas. S'ils avaient leurs difficultés à eux aussi. Et ça a évolué, en fait, au fur et à mesure, ils me donnaient des traitements. Donc, j'avais énormément d'effets secondaires, j'avais ce qu'on appelle des dyskinésies, c'est-à-dire les doigts qui bougent ou la main qui bouge. Ouais. Vous savez, je piétinais par terre, c'est ce qu'on appelle la dyskinésie. Ça, j'ai appris plus tard que c'est les effets secondaires inévitables suite à la prise d'antipsychotiques. Ouais. Tous ces traitements, de toute façon, vous allez nous le raconter, mais tous ces traitements, comme on avait pu le dire avec votre maman, déjà vous aviez vu la puissance de ces traitements, et avec ce qui vous arrivait, on était obligé d'en passer par là. 23 heures passées de 4 minutes, et vous êtes sur votre libre antenne, qui vous accompagne comme chaque soir jusqu'à 1h du matin. Ce soir, nous sommes ensemble, chers amis, j'en suis ravi. À partir de demain et durant tout le week-end, vous retrouverez l'excellente Sabine Marin qui vous accompagnera aussi. J'en profite aussi, bien évidemment, pour vous remercier pour votre fidélité, car vous savez qu'il y a des chiffres qui tombent régulièrement, qui montrent l'audience, comme en télévision, mais des radios. Et vous êtes plus de 380 000 chaque soir à nous écouter et faire de nous la première radio de France entre 22h30 et 1h du matin. Donc pour cela, mille merci au nom de toute l'équipe de la Libre Antenne, car croyez-moi, nous avons conscience d'être vraiment des privilégiés, d'être chanceux de faire le travail que nous faisons, mais tout ça, c'est grâce à vous et c'est grâce à cette fidélité. Donc mille merci. On est toujours avec Alem qui nous parle de cette schizophrénie qui l'a pris en tout cas qui l'a rencontré à ses 19 ans, et nous en étions, Alem, à évoquer votre passage donc en hôpital psychiatrique, évoquer les traitements. Combien de temps vous avez dû être traité pour retrouver un semblant de calme? Voilà, je vous perds à nouveau. Redéplacez-vous dans un endroit où voilà. Là, non, je vous entends pas très bien là. Vous m'entendez? Allô? C'est pas terrible. Vous avez dû bouger depuis tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vous entendais vraiment très bien. Donc peut-être vous ouais, c'est mieux. Allez-y. Non, c'est toujours haché, Alem. Est-ce que vous avez un fixe chez vous? Non, je n'ai pas de fixe. Est-ce que là, vous entendez mieux? Alors, parce que je vous entends pas du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit morceau de musique, et puis vous allez, Florian va vous rappeler le temps que vous trouviez un endroit où ça capte bien, d'accord? Ok, le temps d'écouter un peu de musique et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. D'accord. Oui, je suis là, vous m'entendez bien? Ah bah ouais, là ça va mieux. Là. C'est nickel. Bon. Très belle musique en tous les cas. Je vous en prie, merci beaucoup. Donc on en était à combien de temps finalement vous avez été traité pour acquérir une certaine stabilité, et est-ce que cette stabilité elle est restée, ou est-ce qu'il y a eu à nouveau est-ce que vous avez replongé dans la maladie? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, je suis resté interné 4 mois dans l'hôpital psychiatrique de Château-Gontier. Et donc, si je me souviens, il y a eu plusieurs façons de me traiter. Il y a eu plusieurs... on m'a insulté, non, je plaisante. Non, mais il y a eu plusieurs traitements qui ont été mis en place. Et ils ont essayé de réajuster au fur et à mesure
Moi, je cherchais surtout à savoir, à mettre un mot sur le pourquoi j'étais là, quoi. Ouais. Donc, je demandais qu'est-ce que j'ai comme maladie. Ça a mis beaucoup de temps. Je crois que ça a mis, je sais plus de 2 mois, je crois, avant que le médecin, le psychiatre, Monsieur Géraud, puisse me dire qu'il s'agissait d'une schizophrénie paranoïde, apparemment, mais à petit degré, selon lui. Ouais. Et donc, j'ai été interné les 4 mois. J'avais vraiment envie de sortir. J'en avais ras-le-bol d'être enfermé, de voir personne. Et donc, au fur et à mesure, ils m'ont laissé sortir par le biais de l'hôpital de jour. Donc, ils m'ont fait un contrat de soins pour aller en hôpital de jour. Parce qu'il faut savoir que j'étais placé en hospitalisation d'office Ouais. du fait que j'avais déplacé les chaises Ouais, dans ouais, l'église. dans l'église, ouais. Mhm. Enfin voilà, c'est le préfet. À ce moment-là, c'était le préfet qui décidait. Donc le préfet avait, le médecin s'en était référé au préfet qui avait décidé une hospitalisation d'office. Et donc c'était très dur pour sortir. Pour moi, je le vivais vachement mal, franchement. Et ensuite, j'ai fait de l'hôpital de jour. Ça a duré facile 2 ans. Oui. Sachant que entre temps, des fois, je loupais des rendez-vous avec le psychiatre. Et du coup, il me réhospitalisait pendant 3-4 semaines. Ouais. Mais globalement, votre état s'est stabilisé progressivement et vous n'avez plus de rechute. Comment allez-vous Bah, aujourd'hui? je dirais moi personnellement comment je l'ai vécu, que j'ai dû me construire avec, quoi. J'ai dû essayer de comprendre les choses, de comprendre quelle était la problématique, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, où étaient mes points faibles. Enfin, je me posais beaucoup de questions, je réfléchissais énormément. Et personnellement, j'ai jamais entendu vraiment de voix ou des choses comme ça, mais en tous les cas, ce que j'ai vécu, c'est plus de la réflexion sur le monde. Et des fois, c'est vrai que peut-être j'interprétais pas toujours les choses, et ça m'arrivait de parler avec des gens et d'avoir un discours vachement décousu. On me disait souvent que je passais du coq à l'âne. Ouais, vous Bon, étiez, j'aime bien les deux, mais vous étiez sûrement très désinhibé aussi. désinhibé. Désinhibé, ça veut dire ne plus avoir de gêne et parler très très facilement. Vous voyez, un peu avec tout le monde, comme ça. Ouais, mais j'ai toujours été du caractère à parler facilement avec les gens. Je me souviens D'accord. que petit, je disais bonjour à tout le Mais monde ça, dans la c'est très rue. bien, Alem, c'est très bien. J'espère que ça n'a pas changé. Non, franchement, ça, je me suis promis de le garder, et de Mhm, dire bonjour, d'essayer de faire. mhm. En tout cas, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai fait le point, j'ai pris du recul là-dessus. Bon, je vous avoue que je suis un peu cassé, quoi. Je suis un peu cassé parce que je dors beaucoup. J'ai tendance à beaucoup dormir. Enfin, je sais qu'il y a la maladie. Là, maintenant, j'ai un suivi avec le SAMSA, un SAMSA. Qu'est-ce Donc, c'est une qu'un structure. SAMSA? Parce que l'une de nos auditrices dit que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, les gens peuvent se rapprocher du service d'accompagnement de la vie sociale, SAVS, qui peut être en tout Oui, cas un voilà, c'est ça. organisme qui peut aider les C'est ça. parents et aussi bien les patients à comprendre et à trouver une voie de rétablissement. En tout cas, C'est être ça, là. guidé. C'est ce que une orientation, parce qu'il faut que ce soit la MDPH qui administrativement donne une orientation. Donc là, malheureusement, il y a le confinement. Enfin, d'ailleurs, au passage, courage à tous. Ça devrait aller. Ça va aller. Ça va aller. Et je pense, ouais, ça devrait aller. Vous On va dormez faire ça. beaucoup aujourd'hui parce que vous avez encore un traitement assez lourd à Non, votre... Non. en fait, euh, depuis que j'ai connu ma femme, au début, elle connaissait pas la schizophrénie. Ma femme ne connaît pas. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Je l'aime très très fort. Et elle connaissait pas la schizophrénie. Et donc elle s'est dit on te shoot, il te shoot, il te shoot. Et donc du coup moi aussi j'étais parti dans le sens à arrêter carrément le suivi. Ouais. Ce qu'il faut Et en surtout pas fait faire. donc faut pas faut être accompagné, quoi. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Faut pas, il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais complètement arrêté. Et par la suite, ça se passait. J'avais des excès de colère avec ma femme. J'étais dur avec elle, parce que des fois, j'interprétais encore mal les choses. Mhm.
Et donc du coup, ben, ça allait plus. Je commençais à la limite de la violence. Enfin voilà, un peu, ça m'est arrivé quoi. Et là, j'ai pris conscience. J'ai dit bon, ben, c'est bon, je retourne à l'hôpital. Donc un soir, bon, j'avais beaucoup bu. J'avais bu avec des copains. Bon bref, et il y a eu une histoire. Et puis j'ai crié. J'ai dit bon, c'est bon, cette fois-ci, je retourne à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital et ben, j'ai été de moi-même cette fois-ci. J'ai dit voilà, j'avais arrêté le traitement, j'aimerais reprendre un suivi, vraiment refaire bien les choses et tout. Et en fait, j'ai un peu regretté. En fait, ils m'ont donné directement du Loxapac, c'est-à-dire un traitement qui assomme. Donc, je suis arrivé les premiers jours, on me donnait ce traitement. Je dis bon, ok, je prends, je vais vous faire confiance. Une demi-heure après, ça m'endormait. Du coup, c'est pour casser, parce qu'en fait, j'y allais de moi-même. Et au lieu de faire une thérapie, quelque chose, ben, on me cassait. En fait, excusez-moi, j'ai envie de le dire franchement, je trouve que les psychiatries, il y en a beaucoup on dirait des usines, quoi. On dirait des usines. À On prend distribuer des plus le temps. médicaments. Ouais, enfin, je comprends, il y a sûrement des infirmiers qui m'entendent ou des gens qui ont de la connaissance, qui sont capables de choses. C'est vrai, ils ont pas forcément. Il y en a qui ont plus de moyens, il y a des choses. Et du coup, moi, personnellement, ça a été dur d'arriver en psychiatrie et de me rendre compte qu'en fait, on me casse pour que je reste tranquille dans mon coin et qu'au final, je peux pas vraiment aller au fond des choses, sachant que j'ai pas forcément l'argent pour payer quelqu'un pour faire ce travail. Ben ouais, je trouve que c'est dommage que aujourd'hui, enfin ouais, franchement, il y a pas beaucoup de moyens et du coup, on est un peu lésé. Moi qui étais un jeune garçon, qui était assez vif, bon, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde, quoi. J'ai fait mes 400 coups. Mais un jeune garçon qui était assez vif, qui du jour au lendemain se retrouve... Enfin, les gens, ils m'ont vu du jour au lendemain devenir un légume. C'est dommage, j'ai pas vraiment fait le travail, en fait. Maintenant, aujourd'hui, bon, je vois le côté positif. J'ai 30 ans, j'ai changé complètement de département. Donc, pour revenir à cette histoire de la psychiatrie où ils m'ont donné un traitement, j'ai dit c'est bon, je m'en vais, je veux pas rester. Comme j'étais en hospitalisation libre, j'ai réussi à sortir alors que la psychiatre elle voulait absolument me garder. Oui. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même été aux urgences à Rennes. J'ai été aux urgences à Rennes, tombé sur une psychiatre vachement sympa. Je lui ai raconté mon histoire comme elle était. Je lui ai dit moi, je veux bien me soigner. Parce que la psychiatre m'avait menacé de ne pas me donner de traitement si je partais. Et donc j'étais aux urgences de Rennes et cette psychiatre, la jeune psychiatre, très gentiment m'a écouté, a compris mon histoire. Je lui ai dit moi je veux plus l'injection parce que j'ai l'impression que ça m'assomme énormément. Je veux quand même prendre un traitement parce que voilà, j'ose faire confiance au risperdal, au traitement qu'on donne. J'ose faire confiance, mais je le veux en péros, c'est-à-dire en cachet. Oui, Donc pas aujourd'hui, en injection. oui, parce que je trouvais que enfin, je dormais énormément. Mais aujourd'hui, bon, ben voilà, là c'est le confinement, mais prochainement, j'irai au SAMSA pas loin de chez moi et je vais continuer le suivi, travailler avec des gens, je l'espère, qui sont de bonne intention et qui oseront me comprendre et me faire confiance. Bon, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, Alem, connaissant bien Oui. ce sujet, vous avez appelé hier soir et je vous ai eu après l'émission pour vous préciser qu'on se parlerait ce soir parce que je ne voulais pas faire et nous avons bien fait. Vous avez vu, on a bien fait de pas faire ça en 12 minutes. Mais ce avec quoi je suis totalement d'accord, c'est que on doit vraiment écouter un patient lorsque il est aussi conscient d'être malade, d'avoir cette problématique comme vous. J'ai mis du temps, je Mais reconnais que j'ai mis du aujourd'hui, temps. ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sent que vous savez et que vous avez envie d'être accompagné, mais surtout pas d'être accompagné n'importe comment. Et Voilà, ça. c'est ça. Et ça, voilà, ça doit être le métier de chaque médecin, d'entendre. Et je me permets, j'en profite pour, voilà, j'ose croire que l'homme peut être très bon, parce je sais que l'homme est capable du pire comme du meilleur. Mais je sais que, aujourd'hui, je le sais, il y a des médecins dans les hôpitaux, il y en a qui sont de très bons médecins, des gens humains, des gens qui veulent vraiment aider l'autre, qui sont altruistes. Mais il y a des médecins qui ont profité de cette place
pour générer des profits. C'est-à-dire qu'ils signent des contrats avec des laboratoires. Aujourd'hui, voilà, maintenant, faut profiter de ce moment pour essayer de remettre les choses en ordre. Après, je sais pas, tant pis si je me fais taper sur le doigt. De toute façon, je sais que je suis pas tout seul à penser comme ça. Mais aujourd'hui, il faut que les médecins, les médecins qui font vraiment ça avec le cœur, avec vraiment le cœur, qui puissent être. J'aimerais tellement que ces médecins qui font des contrats à tire-larigot avec des laboratoires. Aujourd'hui, on le sait, il y a un site internet pour voir les conflits d'intérêts des médecins. Voilà, mais en tous les cas, moi, je le savais pas plus jeune et franchement, j'ai l'impression qu'on m'a un peu cassé. Voilà, je le dis franchement, on m'a un peu cassé et je me demande enfin voilà, je me pose encore des questions sur les intentions des gens qui se sont occupés de moi, quoi. Et pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien ce à quoi vous faites allusion, c'est que généralement ces traitements destinés aux malades souffrant de schizophrénie sont souvent des traitements avec une injection mensuelle, qui est une injection qui, dès qu'elle prend tous les 15 effet, jours, tous les 15 jours, ça dépend en fait, ça dépend des malades, c'est vrai que les effets secondaires de ces injections sont souvent une prise de poids assez conséquente et puis un état cotonneux en permanence. Donc on peut totalement entendre qu'un accompagnement un peu plus précis et un peu plus regardant en fait peut aider finalement le patient en premier, et puis ensuite le médecin qui s'occupe de lui, parce que le but de la manœuvre, c'est que chacun reparte le plus possible contenté de chacun de son côté. Merci en tout cas, Hanem. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, dites-moi. Eh bien, j'ai envie de rajouter simplement à toutes les personnes qui ont ces problématiques d'essayer de se rassurer, de ne pas s'emporter surtout, des personnes du corps médical en qui on peut avoir confiance. Moi, j'ai eu des difficultés à faire confiance. Voilà. Et il y a plusieurs thérapies qui existent. Bon, bref. En tous les cas, si je peux me permettre, j'aimerais faire des grosses dédicaces. J'aimerais faire tout d'abord une grosse dédicace à ma femme que j'aime très fort. Merci à elle de me soutenir, de m'avoir accepté tel que je suis. J'aimerais faire une grosse dédicace à la famille Menu, les ferrailleurs, les gens du voyage. J'aimerais leur faire une grosse dédicace à la famille Messman, famille algérienne, mes cousins, mes cousines. Des gros bisous à tous ceux qui m'écoutent et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Très bien. Eh ben, écoutez, c'est entendu, Hanem. Et moi, je vous fais une spéciale dédicace. Je vous remercie pour votre témoignage ce soir sur la libre antenne d'Europe 1. Merci beaucoup, Olivier. Vous avez été cool. C'est courageux de votre part. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit, Hanem. Au revoir et bon courage. Merci, bonne nuit. Au revoir. Au revoir.